Bonjour et bienvenue sur Mion TV. Pour ce premier épisode d'AgroMakers, nous abordons divers sujets avec notre invité. Politique et innovation agricole, recherche, structuration des filières, technologie. De quoi poser les bases d'une saison riche et très intéressante. Restez connectés et à tout à l'heure. Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Tameignon. Fabrice est consultant en agriculture et développement rural et directeur adjoint de Biophyto Côte d'Ivoire. Il accompagne les acteurs du secteur agricole dans la structuration de leurs projets, l'amélioration des pratiques et la valorisation des filières locales. Il travaille aux côtés des producteurs, des organisations et des porteurs de projets pour renforcer la performance économique, la durabilité et l'impact des initiatives agricoles. Engagé pour une agriculture locale moderne et viable en Afrique de l'Ouest, il s'intéresse particulièrement aux politiques agricoles, à l'innovation et à l'utilisation du numérique comme levier de transformation du secteur. Encore une fois, bienvenue et on commence maintenant. Bonjour Fabrice. Bonjour Esther. Heureuse de te recevoir pour cet épisode de AgroMakers. Je suis tout aussi heureux. Alors, qui es-tu et d'où viens-tu? Je suis Fabrice Tameignon, comme tu viens de le présenter, de le dire. Et je suis né en Côte d'Ivoire. Okay. Après, j'ai rejoint mon pays d'origine, le Bénin, pour les études, où j'ai passé toutes mes études du primaire jusqu'au secondaire et à l'université, où j'ai étudié l'agronomie. Et ensuite, en 2022-2023, j'ai rejoint encore la Côte d'Ivoire pour des raisons professionnelles. Ok. Bon, ben, bienvenue. On est content que tu sois là. Merci. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le secteur agricole? Comment tu en es venu à étudier l'agronomie? Bon, disons qu'à la base, je ne voulais pas un métier comme l'agronomie. Depuis l'enfance, je rêvais d'être footballeur. Ok. Et il faut dire que, bon, en CRIF, je travaillais, j'étais un peu brillant à l'école. Okay. Et ma maman ne voulait pas du football, puisque vous connaissez qu'au Bénin, le football, ce n'est pas quelque chose qui est hypé. Okay. Donc, elle ne me voyait pas avoir une carrière là-dedans. Donc, elle a insisté que je continue en fait les études. Ah, mais qui sait, peut-être qu'on est passé à côté d'une star du football. Bon, sait-on jamais, mais bon, je suis heureux dans ce que je fais aussi aujourd'hui. C'est le plus important. Voilà. Donc après ça, j'ai voulu être aussi médecin. D'accord. Mais après, vocation. Voilà, après discussion avec un aîné, il m'a fait comprendre que je ne pourrais pas en fait me déplacer comme je l'entends. Parce que tu aimes voyager. Voilà, j'aime voyager. Donc dans les discussions, il m'a fait comprendre qu'il y a un métier qu'on appelle agronome, où on étudie l'agriculture. À la base, moi, je ne savais pas qu'on étudiait en fait l'agriculture. Voilà, donc après discussion, il m'a fait comprendre, il m'a donné des exemples palpables. On avait des aînés, des papas qui étaient un peu déjà connus, qui ont fait ce métier et qui ont une vie très stable. Okay. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me lancer là-dedans? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à étudier l'agronomie. Et ça a bien marché, oui. Parce que tu es là aujourd'hui. Et j'aime vraiment ça. Et dans l'agriculture, tu as étudié quoi en particulier comme spécialité? Bon, actuellement, en fait, j'ai fait ma licence en agronomie. Générale? Générale. Okay. Après, bon, disons, pour ma licence, j'ai fait la science et technique de production végétale. D'accord. Ceux qui s'occupent des champs et tout ça. Oui. Après ça, il y a le levage, mais bon, ça, c'est une autre filière. Oui. Donc après ça, j'ai voulu en fait aller sur le terrain. Okay. Disons pour des raisons personnelles, j'ai pas eu la capacité de continuer en fait les études. Okay. Donc j'ai dû me rétracter et pour ne pas dormir sur mes lauriers, j'ai continué sur le terrain où j'allais dans les milieux ruraux, travailler avec des personnes, faire des enquêtes, comprendre la dynamique agricole, sociale en fait des communautés. Et après ça, maintenant, disons,
c'est cette année je me relance encore dans les études pour mieux ajuster les choses comme on est en Afrique francophone. Oui, c'est très bien d'avoir aussi cette vue-là parce que souvent on sort directement de l'école. On finit totalement les études avant d'aller sur le terrain et souvent la réalité théorique est un peu différente de ce qu'on a sur le terrain, donc dans la pratique. Mais pour vous, c'est différent. Vous avez fait une partie de théorie, vous avez fait beaucoup de pratique et maintenant vous retournez faire la théorie. Du coup, la théorie sera beaucoup plus ajustée voilà. que la théorie de ceux qui sont passés directement de la licence au cycle ingénieur. C'est une bonne façon aussi de... Voilà. Faut dire que c'est mon vécu en fait sur le terrain qui m'a fait choisir en fait le mastering que je veux faire, le master que je veux faire aujourd'hui dans le développement rural et conseil agricole, puisque je me sens très mieux à discuter avec les gens, comprendre comment ils vivent et tout ça. Oui. Voilà. C'est ça aussi un des avantages du terrain. On affine ses ambitions. Voilà, c'est ça. En tout cas, félicitations. Merci. Donc là, on va parler un peu plus de ce que vous avez vu sur le terrain pendant toutes ces années. D'accord. Pendant plus de 10 ans, je pense. Ouais, pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, d'abord au Bénin, ensuite en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, vous travaillez avec les agriculteurs. Exactement. Déjà, est-ce que c'est similaire à l'environnement agricole au Bénin et en Côte d'Ivoire? Bon, il faut dire, en Afrique de l'Ouest, disons, nous vivons les mêmes réalités. Okay. C'est les mêmes problèmes, sauf que voilà, nous le vivons de manière différente. Sinon, c'est les mêmes réalités. D'accord. Quand vous dites même réalité, c'est les mêmes cultures, c'est les mêmes types de sols, pas les mêmes mentalités. Voilà, en matière de mentalité, manière de faire, voilà, sauf qu'il y a beaucoup un peu de différence, sinon il y a beaucoup de ressemblances, mais les cultures ne sont pas les mêmes. Chaque pays, sous l'emprise coloniale, a choisi ses cultures et ils foncent. Le Bénin, par exemple, est beaucoup plus dans le coton. D'accord. Et la Côte d'Ivoire, c'est le cacao, café, EVA et tout. Avec un peu de coton aussi. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes réalités sur l'aspect culturel. D'accord. Mais si on veut faire un focus sur la culture du coton, en tout cas, pour ce que je sais ici en Côte d'Ivoire, c'est une culture qui est pénible. Voilà. Les travaux sont difficiles. Est-ce que vous pensez que c'est une culture qui a de l'avenir? Parce que de plus en plus, on se rend compte que les jeunes ne sont plus très attirés par l'agriculture. Il y a beaucoup de politiques et de sensibilisation pour amener les jeunes à la terre. Mais de base, les jeunes ont envie d'aller en ville, ont envie d'aller à l'étranger pour faire d'autres choses. Donc par rapport à ça, et en tenant compte de la pénibilité des activités de la culture du coton, est-ce que vous pensez que c'est une culture qui a de l'avenir en Afrique de l'Ouest? Oui. Le coton a de l'avenir en Afrique de l'Ouest, puisque ce que nous portons déjà, en fait, contient du coton. Donc, ça veut dire que le problème se pose ailleurs. Est-ce que ceux qui le font sont bien payés? C'est la vraie question. Sinon, l'argent est toujours le nerf de la guerre. Voilà, c'est l'argent, c'est une question d'argent. Et si les jeunes quittent les milieux ruraux pour la ville, ils sont à la recherche du mieux-être. Donc, il faut revoir en fait peut-être les politiques agricoles dans nos différents pays pour que ceux qui le font, les agriculteurs, soient mieux payés et ils pourront en fait rester chez eux. Je ne peux pas quitter mon milieu si je suis bien payé. Donc, il faut dire que ce n'est pas la filière coton qui cause le problème, mais comment en fait les revenus sont versés. L'argent, c'est vrai, c'est très bien. Et oui, je pense aussi que si le revenu suit, on pourra avoir une plus grande motivation des jeunes. Mais sur le côté travail, est-ce que ça reste une culture pénible? Bon. Ou bien, je ne sais pas, peut-être que le Bénin est beaucoup plus avancé en termes de mécanisation de la culture du coton. Oui, il faut dire le Bénin a fait son chemin. Et on ne peut pas dire que voilà, c'est l'Eldorado actuellement. Mais dans toute culture, en fait, ce qui rend pénible l'agriculture, c'est du fait de rester en fait dans nos anciennes méthodes. Oui. La manière de le faire. Ailleurs, les gens se mécanisent les choses actuellement et ils vont très vite. Et en Afrique, nous sommes encore en train de faire des récoltes à la main et tout ça. C'est ça en fait qui complique la chose. Mais après,
Voilà, après, il faut voir, bon, est-ce que les agriculteurs ont les moyens pour s'offrir, en fait, ces différents outils, ces machines pour faire de la récolte ou faire de la production. Donc, ça revient toujours à la politique agricole. C'est ça. Faciliter les choses pour qu'ils aient, en fait, ces outils pour rendre mieux le travail et rendre plus smart, disons. C'est ça, ça nous ramène vraiment à la question de politique, déjà de volonté d'améliorer le quotidien des agriculteurs, mais aussi comment arriver à le faire, parce que c'est bien d'avoir la volonté de dire qu'on veut le faire, mais est-ce que, là on va parler un peu de projets de développement et Okay. de politique, est-ce que vous pensez, si on élargit en dehors de la culture du coton, est-ce que vous pensez que les politiques que nous avons en ce moment et la façon dont les projets sont structurés et sont menés, est-ce que vous pensez que c'est fait dans une démarche qui peut améliorer de façon durable le quotidien des producteurs? Ou bien vous pensez qu'on est vraiment en train de réagir à des urgences? Bon, disons, je reviens tout le temps sur la question de volonté. Et l'exemple palpable, c'est le Maroc. Ok. Le Maroc était un pays comme tout autre en Afrique de l'Ouest. Et en 2008, le roi, en fait, a introduit une politique qu'on appelle le plan Maroc vert, D'accord. qui est structuré en quelque sorte ce que le Maroc veut pour l'agriculture, sa vision pour l'agriculture. Aujourd'hui, malgré que le Maroc soit en partie désertique, Oui. ils ont la souveraineté. Ils sont pas. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, entre les 3 premiers producteurs du tomate, de la tomate en fait en Afrique. Oui, c'est très bien. Donc, si en fait on aura ces outils, on refait les choses autrement, ça va dépendre des politiques publiques. Comment ils instaurent en fait des choses ou bien des organes, des manières, des processus pour faciliter par exemple l'acquisition de machines agricoles, pour faciliter en fait l'obtention de prêts ou de financement pour les jeunes, pour les producteurs, afin qu'ils éjettent en fait ces fonds pour faire mieux l'agriculture. Oui. Et des champions locaux existent. Des champions locaux existent. En Côte d'Ivoire, je prends l'exemple de Stéphane Sucré, qui fait... Stéphane Sucré dit qu'il est un champion local sans argent. Non, bon, il fait à sa manière. Oui. Et franchement, moi... C'est vrai qu'il a beaucoup de volonté. Voilà, je le suis, je dis... Voilà, c'est quelqu'un qui c'est l'exemple parfait, en fait. Oui, effectivement. Si il le fait sans argent, comme il le dit, sauf qu'il y a de l'argent, hein, ça vient de sa poche, je ne sais pas, il y a son mécanisme, mais c'est quelqu'un qu'il faut appuyer peut-être sur la filière riz. Disons, laissons les autres filières qu'il fait et on se concentre sur la filière riz. Franchement, il va faire quelque chose de merveilleux. Oui, effectivement, c'est bien d'avoir ces champions locaux-là qu'on peut soutenir, qu'on peut accompagner, parce que c'est des jeunes qui ont déjà prouvé qu'ils ont la volonté, ils ont le savoir-faire. Donc oui, il y a beaucoup de volonté politique. Oui, il y a aussi beaucoup de la façon dont il faut concevoir les projets. C'est vrai que Stéphane Sucré est un modèle, surtout dans le secteur du riz avec sa marque. Et c'est bien d'avoir ce genre de jeunes qu'on va pouvoir soutenir, qu'on va pouvoir accompagner, que l'État va pouvoir accompagner, mettre à leur disposition les moyens qu'il faut pour leur permettre de devenir des champions locaux avec argent. Voilà. Puis des champions locaux sans argent. Mais je pense qu'il y a aussi un pan sur la façon dont les projets sont conçus. Beaucoup plus en pensant long terme. Parce que je pense que l'un de nos sujets ici en Afrique de l'Ouest, c'est qu'on est souvent dans la réaction et pas dans l'anticipation. On est souvent en train de se dire, par exemple, il y a eu la Covid en 2020, on a eu beaucoup de problèmes de production à cause de ça. Donc, il y a eu des plans d'urgence pour donner des semences, pour donner des intrants aux producteurs pour qu'ils produisent. Mais ça, c'était vraiment la réaction à la Covid. Est-ce que vous pensez qu'en termes de planification de projet, on est en train d'arriver à un stade où on pense vraiment beaucoup plus développement dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que l'agriculture doit être? Un peu comme le Maroc qui a son plan vert. Bon, je vais dire en fait, on ne réagit pas ou bien on ne veut pas, on ne remplit pas son grenier
juste parce qu'il y a un problème et après on passe à autre chose. Les pays africains, moi, les pays qui me concernent le plus, c'est le Bénin et la Côte d'Ivoire, doivent planifier sur de longues années. On ne peut pas regarder la Covid, je ne sais pas, pour dire on va restructurer en fait notre politique. C'est des choses qui se pensent sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Oui. Les semences distribuées aux producteurs aujourd'hui, ça donne quoi? Rien. Les producteurs ont toujours ce problème de vente, ce problème d'acquisition d'intrants agricoles. Et le problème persiste. Donc, ça veut dire que ça se retrouve ailleurs. Ce qu'il faut faire, c'est déjà en fait restructurer d'abord en termes de formation pour les jeunes qui veulent entreprendre. C'est vrai que la formation, c'est très important. Voilà, on va y venir, mais je pense que les jeunes doivent avoir la volonté d'entreprendre et quand ils prennent de moins l'argent de l'État, il faut en fait rendre cet argent en instaurant le projet. Au Bénin, par exemple, je prends une anecdote, il y a un fonds qu'on appelle le FNPEJ qui a été donné à des jeunes pour qu'ils financent en fait leur projet d'élevage, leur production et tout. Mais figurez-vous que l'argent a été pris pour faire des mariages, pour acheter des véhicules, pour faire ci, par là. C'était pas de l'argent à rembourser? C'était des fonds à rembourser. Sauf que, voilà, je n'accuse pas en fait les gouvernants de l'époque, mais il n'y avait pas en fait une rigueur. Donc, le suivi n'a pas été fait. Donc, on ne va pas tout le temps mater en fait les gouvernants ou bien les politiques pour dire vous ne pensez pas aux jeunes, non. Mais quand ils pensent aux jeunes, je me dis que les jeunes en fait n'y mettent pas en fait du sérieux. Donc le problème aussi à notre niveau, il faudrait qu'on sache que on a des projets pour impacter sa société. Quand on prend de l'argent auprès d'une banque ou une firme, on rembourse l'argent, on prend l'argent pour faire ce pourquoi on a pris l'argent. Voilà. Mais là, est-ce qu'on n'est pas plutôt sur une question de mentalité que sur une question de formation? Bon, l'éducation, c'est aussi ça. C'est la formation, c'est la mentalité, c'est l'ensemble. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que il faudrait que les jeunes se disent, c'est pas parce que Esther a une femme que moi aussi je suis obligé d'avoir une femme. Oui, c'est vrai. Et on a tous en fait des projets comme production de levage. C'est vrai, la demande est énorme. Mais qu'est-ce qui empêche en fait 5 jeunes qui ont un même projet de fédérer en fait ces projets pour avoir quelque chose de grand? Oui, ça c'est un vrai point. On n'est pas obligé d'avoir plein de petites exploitations. Voilà, une association de faibles, c'est toujours des faibles. Hein? Effectivement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Effectivement, ça ne sert à rien d'être un faible de plus. Voilà. Si on peut s'arranger et se mettre ensemble pour être beaucoup plus grand. Et ça on a parlé, c'est vrai, de la formation, de l'éducation. Mais ça nous ramène aussi sur le côté structuration des acteurs. Voilà. Parce que beaucoup d'acteurs, comme on a dit tout à l'heure, évoluent en vase clos de leur côté. Est-ce que vous pensez que ça c'est dû à quoi? Est-ce que c'est une question de méfiance par rapport aux autres personnes avec qui ils peuvent s'associer ou bien par rapport aux expériences négatives même qu'ils ont pu peut-être avoir par le passé avec d'autres acteurs, ou bien c'est plus une question de chacun veut développer son projet à lui? Bon, une question de méfiance et une question d'individualisme. Mais si en fait on a la capacité de s'asseoir ensemble pour boire, on peut m'empoisonner, mais nous restons ensemble pour boire. Pourquoi ne pas construire en fait des projets ensemble? Moi, je dis ce problème de méfiance ou d'individualisme, il faut qu'on arrête et qu'on passe à autre chose. Le monde évolue et nous devons en fait évoluer dans nos façons de voir, dans nos façons de faire les choses. Sinon, on va rester toujours là pour parler de je me méfie de l'autre. Oui. C'est des risques. Il y a des risques dans tout. Voilà. Donc, prenons le risque de construire quelque chose ensemble. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, on apprend de ça et puis on affine. On ne va pas rester dans le même en fait slogan. Oui, c'est vrai. Et ça c'est un cri de cœur, une sensibilisation pour tous les acteurs du monde agricole. Ça ne sert à rien d'évoluer en vase clos. Ça ne sert à rien que chacun fasse sa petite exploitation de son côté. Si on a la possibilité de le faire ensemble et de faire mieux et de faire plus grand. Je pense que dans ce domaine-là, les sociétés coopératives sont quand même un bel exemple.
Voilà, Les groupements existent depuis un moment. Je pense que c'est depuis 2014 qu'on est passé à l'appellation société coopérative, oui. Et à tout ce que ça engage comme structure. Donc, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce mouvement-là, le mouvement coopératif? Et pour vous, quel est le rôle que peut jouer le mouvement coopératif? Et bon, pas seulement sous la forme de société coopérative, ça peut être sous la forme d'associations ou d'autres types de groupements. Mais à quel point vous pensez que le fait d'être en organisation peut avoir un impact positif pour les producteurs et pour les autres acteurs du monde agricole? Déjà, en fait, il faut dire que je salue la Côte d'Ivoire pour cette manière de faire les choses. Quand vous retrouvez 3000 producteurs qui sont fédérés autour d'une fêtière, ça permet en fait de partager les risques, d'avoir une voix commune, de défendre les choses ensemble, en bloc. Et donc ça, c'est l'exemple qu'on peut souhaiter en fait déjà en Afrique, parce que nous vivons en Afrique en communauté. Et donc, on ne va pas copier forcément en fait, le modèle européen en termes de société. Mais vu que nos réalités ici nous amènent en fait à donner de l'eau aux voisins d'à côté quand ils se sentent mal, ainsi de suite, prenons cette réalité, formons nos sociétés, ne serait-ce que voilà, pour défendre en fait des causes et trouver en fait de quoi manger dans nos assiettes. Je crois que c'est le modèle parfait pour les sociétés en ce qui concerne en fait l'agriculture. Hello, j'espère que vous passez un bon moment. Je vous prends juste 30 secondes, le temps de vous présenter Mion Média. Aujourd'hui, l'influence ne se limite plus à la visibilité. Elle repose sur le contexte, la crédibilité et la qualité des récits que l'on associe à son nom. Mion Média est une plateforme éditoriale conçue pour les leaders, les entreprises et les organisations qui souhaitent prendre la parole avec sens et impact. Dirigeants, entrepreneurs, cadres influents, entreprises, institutions, grands groupes. Vous portez des projets, des visions, des engagements qui méritent d'être compris, valorisés et relayés. Mion Média, c'est des magazines engagés, des productions audiovisuelles premium, des podcasts, des formats événementiels à forte valeur ajoutée. Un environnement exigeant où les parcours inspirent, où les marques s'expriment et où les idées prennent de la portée. Parce que communiquer, aujourd'hui, ce n'est plus seulement être vu, c'est être légitime. Avec Mion Média, donnez à votre parole et à votre marque la visibilité qu'elle mérite. Réservez dès maintenant votre espace d'expression. Et là, vous dites quelque chose qui est intéressant, vous avez parlé de communauté. Oui. Et pour ce que je sais, en tout cas, les groupements ne sont pas majoritairement constitués sur la base des communautés, mais plutôt sur la base des cultures. Ok. Donc, on peut avoir dans un espace donné un village ou une région ou une ville, on va dire un groupement qui existe pour des producteurs de maïs, un groupement qui existe pour des producteurs de riz, un groupement qui existe pour des producteurs de cacao. Mais on a difficilement un groupement qui existe pour tous les producteurs, par exemple du village A. Oui, en fait... Donc, pour vous, quelle est la meilleure approche? Je crois... Approche communautaire, donc avec tous les producteurs d'une zone donnée, peu importe leur culture, peu importe la spéculation qu'ils pratiquent, en se disant s'ils appartiennent au même espace géographique, s'ils ont les mêmes traditions, les mêmes façons de faire, ça va marcher mieux. Ou bien est-ce qu'on doit aller sur un modèle, comme ce qui se fait en ce moment, plus basé sur leur spéculation et sur les intérêts qu'il y a de façon économique et culturelle? Bon, quand se met ensemble pour faire de la production agricole, c'est pour un intérêt économique. Moi, je trouve même pas ça bien de vouloir fédérer en fait des communautés en fonction de leur langue, de leur région. Ça rime à autre chose dont je ne vais pas parler ici. Ce qui est mieux, c'est ce qui se fait. X fait la production du maïs, Y aussi fait la production du maïs. Ils partagent les mêmes problèmes, oui, les mêmes défis. Donc, ils vont mieux se comprendre si on les met ensemble. Et c'est pareil aussi pour ceux qui sont dans le coton culture et ainsi de suite. Donc, je trouve que l'exemple de la Côte d'Ivoire pour la question des sociétés coopératives, elle est bonne
à dupliquer dans d'autres pays. Sauf qu'on va en fait revoir peut-être ce qui ne marche pas, parce que c'est pas tout qui marche, c'est pas tout qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, on va essayer de les améliorer pour que voilà, ces types de sociétés soient beaucoup plus performants. Donc pour vous, pour ce qui concerne le développement des cultures et des chaînes de valeur, il est beaucoup plus intéressant d'aller sur une approche par filière qu'une approche communautaire. Mais et pour ce qui concerne le financement, le volet financement, parce que j'ai un cas d'une entreprise que j'ai rencontrée pendant que je travaillais sur un projet de financement agricole qui faisait du crédit intrant aux agriculteurs. Donc, si on reste sur l'exemple du maïs, ils arrivent dans une communauté donnée, ils donnent du crédit pour la campagne de maïs qui va commencer, mais pas en s'appuyant sur des coopératives qui peuvent exister ou bien sur d'autres formes d'organisation, mais plutôt en s'appuyant sur les communautés. Donc ils arrivent dans un village donné, ils parlent avec les chefs, ils structurent les producteurs de ce village en petits groupes et ensuite ils donnent du crédit en se disant que la caution morale que constitue la communauté ou leur place dans la communauté ou bien l'influence que le chef peut avoir sur eux est quelque chose qui va leur permettre d'avoir un remboursement. Donc pour vous, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce système? Et puis pour vous, est-ce que là, il faut toujours aller sur l'approche coopérative et organisation, ou bien le domaine de la communauté marche aussi? Bon, la communauté peut marcher. Entre-temps, les chefs du village, c'était des gens en fait, jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas dire le contraire, c'était des gens sages, à qui en fait on faisait confiance dans une zone donnée, dans une communauté donnée. Sauf qu'aujourd'hui, les chefs sont influençables par l'argent. Donc on est en train de parler en termes financiers. Moi, je pense qu'on va parler plutôt de chaîne de valeur. La communauté, ça a existé, et ça existait depuis en Afrique. Mais est-ce que ça a permis à passer à un cap supérieur? Puisqu'avant, par exemple, si j'ai le maïs et que l'autre a l'huile, je lui donne le maïs, je prends l'huile. C'est communautaire. Mais aujourd'hui, en fait, c'est pas la même chose. Il faut structurer les choses d'une autre manière. Et les gens qui sont en fait dans une même filière, prenons le cas du maïs, vont mieux se comprendre par rapport à ceux qui sont... Si on met par exemple celui qui produit le maïs et le cacao ensemble. Oui, mais bon, là, dans l'exemple que j'ai donné, là, on était plutôt dans un modèle un peu hybride, puisqu'on est resté sur une seule spéculation, une seule culture, mais en ajoutant le côté communautaire. Oui, mais c'est pas parce qu'on est de la même communauté qu'on va s'entendre, ou bien qu'on partage la même vision, ou bien qu'on voit les choses de la même manière. Moi, je pense plutôt qu'il faut en fait faire les choses en fonction des attentes qu'on a de ces personnes-là. Aujourd'hui, la question financière, c'est pas une mince affaire. Donc, quand on donne en fait l'argent à quelqu'un, il faut attendre des résultats auprès de lui. On va pas quand même en fait donner, je dis n'importe quoi, 2 millions à un agriculteur pour retrouver en fait ces 2 millions. On va se baser sur la bonne foi d'un chef de village. Non. Le chef de village peut être influencé par ce producteur-là. Je lui donne 1 sac ou 2 sacs de maïs. Et voilà, ça, la question morale passe à côté. Après, si le financeur aussi par derrière soutient un peu le chef du village, ça peut marcher? Non, mais ça, en fait, ça ne devient pas quelque chose de si simple ou aisé. Il faut que, voilà, c'est comme en fait, je place de l'argent à la banque. J'ai ma carte de crédit. Quand je vais au guichet, je retire mon argent simplement. Ça doit être comme ça avec les producteurs. Le producteur, il a telle superficie qu'il produit chaque année. 5 hectares. De 5 hectares, on peut avoir peut-être 30 tonnes. Je dis n'importe quoi. Et les 30 tonnes avoisinent à combien à tel chiffre d'affaires annuellement. Quand on lui prête ce crédit, il sera en mesure de payer parce que ses charges sont ci, sont ça. Comme ça, c'est bien structuré, bien dégagé. Et c'est vrai que les prévisions, parfois, ça ne marche pas. Mais là, il y a plus de chances à retrouver son argent qu'à aller confier, en fait, la bonne marche d'un projet sur la bonne foi.
C'est vrai que la bonne foi, c'est dans tous les projets. Mais là, je ne pense pas. Avec, aujourd'hui, ce qu'on observe dans les villages, je ne pense pas. Donc là, avec cette question, on a touché aussi un peu le côté accès au financement et accès aux intrants pour les petits producteurs. Donc j'aimerais bien avoir aussi votre position sur cette question-là. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de disponibilité du financement et des intrants pour les producteurs? Et surtout, comment est-ce qu'on peut travailler à améliorer ce volet? Je pense qu'avec cette question de, disons d'abord, disponibilité d'intrants, il faut que les gouvernants, en fait, minimisent pas les petits producteurs. Il faut être à l'écoute de tout le monde. Oui, parce que les petits producteurs, c'est 80 à 90% en termes de nombre de producteurs, ils sont les plus nombreux. Voilà, et ce sont eux qui ont du mal, en fait, à avoir des intrants. Et c'est ce qui amène, par exemple, des producteurs de coton à fournir, en fait, des intrants pour des producteurs de maïs de manière informelle. Et on observe, en fait, des cas d'intoxication alimentaire. Puisque le coton, ce n'est pas quelque chose qui se mange, le maïs, si. Mais quand un petit producteur de maïs n'a pas d'intrant pour produire son maïs, il est obligé de passer par ces voies pour avoir de l'intrant. Et vu que les intrants agricoles, en ce qui concerne le coton, sont durs, persistent, on voit que voilà, quand on met ça dans le maïs, les gens se mangent et s'intoxiquent, tombent malades. Donc il faut que les gouvernants puissent savoir, ce n'est pas parce qu'il est petit producteur qu'il n'a pas besoin d'intrants. Faisons les choses d'une manière où vous vous structurez. Si vous avez besoin d'intrants, enregistrez-vous auprès d'une faîtière. Cette faîtière va faire savoir en fait vos besoins et chaque année on vous fournit. Et en fonction de gratuitement? Non, pas gratuitement. Ce que les États font, c'est qu'ils ils subventionnent en fait les intrants. Et quand l'État subventionne, il a la capacité en fait de donner en fait des recommandations, de donner des ordres. Ah, vous faites ci, faites ça. Parce qu'après tout, c'est le rôle de l'État d'arbitrer et de faire les choses pour que voilà, tout le monde se sente à l'aise. Donc, on va obliger en fait les petits producteurs à se mettre en association pour qu'on puisse savoir leurs besoins. Puisque si moi j'ai besoin d'un kilo d'intrants, je dis n'importe quoi, l'autre producteur, ainsi de suite, et on met ça ensemble, ça peut faire peut-être 100 kilos. Et au lieu d'aller réclamer en fait 1 kilo d'intrants ou comment on appelle, de biopesticides ou quoi que ce soit, on réclame en fait 100 kg ou 100 litres. Et quand ça vient, on fait le dispatching entre nous. Donc, ensemble, comme ça, on peut réclamer. Maintenant, pour ceux qui ont du financement, on peut faire la même chose. Au lieu d'aller individuellement, en tant que petit producteur, aller demander un financement de 300 000, on se met en association et on fait le récap de nos besoins. Et en fonction de ça, on va vers en fait ces structures qui financent pour qu'on ait en fait un volume plus élevé. Et là, les dirigeants en fait de la fêtière pourront mieux nous défendre pour qu'on ait en fait le financement. Après, ça dépend en fait des garanties que ces fêtières... Ça c'est un point, les garanties, parce que les institutions financières demandent toujours les garanties. Déjà, en fait, cette question revient tout le temps. Pourquoi, en fait, on ne finance pas l'agriculture comme ça en Afrique? C'est parce que vous-même, vous savez que l'agriculture africaine est... C'est risqué. Voilà, c'est risqué. Et on ne peut pas mettre son argent dans quelque chose qui est vraiment, vraiment risqué. On ne peut pas savoir si demain, il n'y aura plus. C'est vrai, il y a la météo, mais on sait comment la météo fonctionne, en fait, en Afrique. Donc, les banques, en fait... Quand elles mettent en fait de l'argent auprès d'une entreprise ou dans une activité, c'est un euro issu, retour sur investissement. Mais l'agriculture, c'est pas vraiment ça. On peut prévoir que pour le soja, on doit avoir 2 tonnes à l'hectare. Mais figurez-vous que je ne sais pas pour la Côte d'Ivoire, mais quand on produit le soja, au plus on a 0,5 tonnes. Donc déjà, les prévisions sont faussées. Est-ce que la banque va mettre son argent là? C'est une question. Donc, les banques préfèrent financer en fait la commercialisation. Oui.
Parce que la commercialisation, c'est que le produit est déjà là. Et si quelqu'un pense notre argent, il va acheter 50 sacs, il va revendre à tel prix. Et on aura en fait notre argent. Du coup, il faut qu'on repense même à l'agriculture. C'est ça, parce que si les banques ne peuvent pas soutenir les producteurs, qui les soutient? Parce que l'État n'a pas les moyens de soutenir tous les producteurs d'un pays. Voilà, déjà, en fait, il faut que les gens arrêtent, les entrepreneurs ou les producteurs arrêtent de penser que c'est à l'État, en fait, de financer. Oui, justement, l'État ne pourra pas le faire. Voilà, l'État n'a pas les moyens de le faire. L'État arbitre. L'État peut faciliter, sortir des décrets, des lois pour que les banques, les institutions privées ou autres peuvent en fait avoir la facilité de financer, d'avoir en fait retour sur investissement. Ça, c'est le rôle de l'État. Donc, c'est à nous de repenser en fait comment on fait l'agriculture. D'où la question de numérique, tout ça qui entre dans l'agriculture aujourd'hui et tout ça. Donc, pour vous, si on veut arriver à un financement adapté et suffisant de la production, on est obligé de rentrer dans le domaine de l'innovation. Exactement. On ne peut pas financer la production telle qu'elle est traditionnelle en ce moment. Si, on peut le faire, sauf que ça reste un peu risqué. Voilà. Donc, je dis pas qu'on ne peut pas financer, mais il faut comprendre en fait les gens aussi qui n'ont pas envie de financer. Oui, parce qu'on n'a pas envie de perdre son argent. Exactement. Surtout que l'argent en général de la banque, ce n'est pas son argent, c'est l'argent des actionnaires et l'argent des clients. Exactement. Donc, il faut aller sur l'innovation, sur le numérique, sur les prévisibilités des cultures. Mais bon, après, le côté prévisibilité, on peut voir. Parce que tout à l'heure, vous avez donné un exemple avec le soja. Qui est censé donner 2 tonnes à l'hectare, mais souvent on se retrouve avec moins même d'une demi-tonne. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que l'innovation peut faire? Parce que est-ce que l'innovation va pouvoir prévoir la demi-tonne, ou bien est-ce que l'innovation va plutôt aller dans le sens de qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le niveau de production? Déjà en fait, en ce qui concerne le soja, si on va parler d'innovation, il faut déjà qu'on travaille en fait sur les semences. Je dis pas qu'il faut que les films en fait. Ça c'est le premier niveau. Voilà. Qu'est-ce qu'on plante pour obtenir quoi? Voilà, je dis pas que les films vont venir prendre nos semences et après breveter vous venir nous vendre ça cher. Non. Quelles sont les démarches que les écoles agronomiques qui sont là font pour améliorer le rendement? Parce que c'est ça en fait le truc. On va à l'école pour apporter un plus en fait à la société. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends l'exemple en fait d'un laboratoire au Bénin qui a sorti en fait un produit qui active en fait l'inoculum. Il y a quelque chose au niveau du soja qui en fait capte beaucoup plus l'azote. Plus la semence en fait, une plante de soja capte l'azote, plus on aura en fait de rendement. Okay. Et donc le laboratoire a sorti quelque chose qui permet en fait de capter beaucoup plus. D'accord. Je sais pas. Ça se met comme de l'engrais ou c'est non, il faut en fait mélanger la semence avec avant de mettre ça en terre. Et au fur et à mesure, ça capte en fait pour qu'on ait plus de rendement. Je sais pas. Vous savez, le problème aussi en Afrique, c'est question de vulgarisation. Quand quelque chose sort, comment on fait pour que ça soit connu du public? Et que ça atteigne le petit producteur qui se trouve dans son village, voilà. qui n'a pas forcément la connexion Internet ou même le téléphone. Voilà, sinon, moi j'ai eu à travailler au niveau de quand j'étais en licence sur cette question-là. Production et commercialisation du soja, c'est là que j'ai découvert que voilà, il y a quelque chose qui est sorti qui peut permettre d'avoir un rendement beaucoup plus élevé. Donc après à part la semence, il y a comment en fait... disons, on entretient en fait les plantes. Quels sont les intrants, biopesticides ou pesticides qui sont sortis et tout, qui peuvent améliorer en fait la lutte contre les plantes et les maladies qui attaquent les plantes et tout. Déjà pour le soja, il faut dire que le soja n'a pas véritablement besoin en fait d'engrais. Parce que le soja est un engrais à elle-même, c'est une spéculation qui peut se nourrir et tout. Oui, mais pour d'autres cultures qu'on a besoin, voilà, il faut pouvoir trouver les intrants adaptés et tout. Parce que
Les gens qui envoient des intrants par ici, eux, ils ne sont pas là. Ils ne connaissent pas nos réalités. Donc, ils font un truc un peu plus généraliste et ils envoient. Donc, quand on l'utilise, forcément, on tombe dans l'accoutumance. On a plus besoin de ça pour mettre ça en terre, pour avoir plus de résultats. Et après, les sols s'appauvrissent. Donc, il faut qu'on pense à comment, en fait, en interne, dans nos pays, améliorer la qualité du sol pour que ça puisse donner le rendement. Après la qualité du sol maintenant, comment en fait on réduit les pertes agricoles? Donc pour vous, en fait, le premier niveau d'innovation qu'on doit avoir, c'est dans la recherche. C'est dans la recherche. La recherche pour les bonnes semences, la recherche pour les bons intrants, voilà. La recherche pour les bonnes techniques de production. Exactement. D'accord, c'est très intéressant parce que oui, c'est dans nos pays, la recherche n'est pas très développée, mais c'est parce que la recherche, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Non, bon, là, on va peut-être retourner sur la volonté politique. Oui, je ne suis pas d'avis quand on dit que la recherche coûte cher. C'est une obligation, en fait. Oui, c'est comme si on refuse de manger. Non, mais... Voilà. On ne va pas jusque-là, mais... Parce que là, en Côte d'Ivoire, l'organisme public de recherche agronomique, c'est le CNRA. Et quand on parle sur le budget que le CNRA a pour mener ses études et faire ses expérimentations, je pense qu'on est je ne veux pas m'avancer beaucoup sur les chiffres, mais on doit être au moins à 10 fois moins que le budget que l'organisme français, que son homologue français peut avoir. Pas parce que l'agriculture est plus développée en France, mais parce que les politiques ont compris que si on veut pouvoir obtenir une certaine souveraineté, il faut pouvoir aussi arriver à développer sa recherche en propre. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que nos politiques vont comprendre? Et surtout, même s'ils le comprennent, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont les moyens de déployer si on veut le faire ici en Côte d'Ivoire? Bon, moi, je dis en fait, les gouvernants dans nos pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, ne financent pas la recherche parce que ça les arrange. Quand vous voyez qu'un acteur politique ou un gouvernant, quand il fait venir des firmes internationales qui font dans la production semencière ou autre, perçoit des dividendes et tout, il n'y a pas intérêt en fait à financer de la recherche pour que localement les gens puissent en fait faire des semences locales ou des intrants qui vont beaucoup plus se développer. Et ça, c'est grave parce qu'en plus, ce n'est pas dans l'intérêt du tout du producteur ni du secteur agricole. Voilà, donc c'est aux acteurs. Je ne dis pas que tous les acteurs politiques font ça, mais il faut qu'ils comprennent que voilà, pour qu'on ait en fait des champions locaux qui ne concernent pas que la production. Parce que c'est ça aussi la question. On pense qu'en agriculture, c'est que la production, alors qu'il y a la semence qui est là, il y a en fait comment on entretient les terres, comment on vend en fait après la production, qui doit en fait vendre et qui en fait le transforme, qui fait du marketing autour de tout ça. Mais si on veut rester un peu sur la recherche, l'un des points aussi sur lequel je pense qu'on doit mettre le doigt, c'est la posture qu'on a parfois en tant qu'Africain. Parce que bien souvent, on reste dans la posture de recevoir l'innovation d'ailleurs plutôt que d'aller chercher nous-mêmes. Parce qu'on est encore un peu dans l'assistanat, le fait de penser que tout doit nous venir de l'Occident ou bien des pays asiatiques, mais en tout cas des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous. Alors que, comme vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas forcément les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes terres et c'est quelque chose aussi que nous devons prendre en compte et être conscients que le développement ne va pas venir d'ailleurs, mais ça va venir de nous en priorité. Oui, je suis d'avis avec vous, mais le truc c'est qu'il y a dans d'autres secteurs des choses qui ont marché. Même si ça ne marche pas encore full, ça marche un tout petit peu. Je prends par exemple le cas de Djamo. Djamo est local, je l'utilise. Oui. Mais c'est en fait une éducation qui se fait en fait. Il faut en fait amener les gens vers la chose. La Chine consommait des véhicules européens, américains. Aujourd'hui, on a les BYD, on a les Changan qui inondent un peu partout. Oui, qui sont en train d'inonder le marché. Ils ont compris que voilà, il faut éduquer en fait la population par rapport à ça. Les Chinois portaient américains, portaient européens. Aujourd'hui, ils ont leur propre marque. Et parfois, même ces productions de Prada et autres se font là-bas. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on reste en fait dans cette posture de est-ce qu'on doit consommer
doit venir d'ailleurs. Vraiment, il faut qu'on en sorte et qu'on soit des propres acteurs du changement chez nous. Voilà, au lieu de consommer, je ne suis pas en train d'exclure des gens, au lieu de consommer par exemple des riz qui viennent par exemple de l'Asie, pourquoi ne pas consommer en fait le riz local, du riz d'ici ou bien le riz de Côte d'Ivoire. Ça permet en fait à ce dernier d'avoir plus de cash pour investir dans l'innovation, comment améliorer, comment on appelle la conservation ou le goût de son riz et tout ça. Parce que c'est ça qu'on doit comprendre. Un produit qui est fabriqué ne peut pas être parfait. Mais on se met à l'idée qu'on accompagne en fait ce produit. C'est ça, on est dans une démarche de long terme. Voilà. On ne peut pas avoir le résultat parfait maintenant. Donc le consommateur en fait doit se mettre en fait dans cette position-là pour comprendre que si on consomme tel riz qui vient d'Asie, c'est parce qu'au fil du temps, c'est amélioré. Oui. Et quand peut-être on n'était pas dans le processus, mais quand ça a été top, qu'on a connu, que c'est venu vers nous. Donc faisons en fait la même chose avec les produits qui sont de chez nous. Nous, les consommateurs, on doit être beaucoup plus indulgents avec nos entrepreneurs locaux. Exactement. C'est vrai que le consommateur, son intérêt, c'est d'abord ce qu'il consomme et pas l'intérêt local. Mais je pense qu'on doit apprendre à développer cette petite fibre patriotique ou panafricaine qui nous dit soutenons d'abord chez nous. C'est ça. Ensuite, on va aller dehors. Les entrepreneurs locaux se battent dans la transformation pour le chocolat, dans le café, dans la noix de cajou, dans les produits vivriers. Il y a énormément de choses qui sont faites. Et je pense qu'arriver à soutenir cette initiative, ça sera aussi arriver à soutenir l'agriculture. Donc, soutenir l'agriculture, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire des gouvernants ou bien l'affaire des acteurs même de la filière. Mais alors qu'on parle de ça, ça me fait dire aussi que l'un des points du développement agricole et l'un des points de l'innovation dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment le changement de mentalité, le changement de paradigme pour tout le monde. C'est vraiment ça. Et on a parlé là tout à l'heure dans votre exemple de formation. Vous avez pris l'exemple des Chinois qui d'abord consommaient étranger et qui ont ensuite commencé à consommer local, mais c'est parce qu'ils ont su fabriquer local. Et là, on va revenir sur un sujet qui a été un peu polémique, c'est aussi sur les réseaux sociaux, qui est la fuite des cerveaux qui vont étudier à l'étranger. Parce que si les pays dont on a parlé tout à l'heure ont réussi à atteindre un certain niveau d'industrialisation, de compétences dans ce qu'ils font, c'est parce que les gens sont allés apprendre et sont venus appliquer chez eux. Donc chez nous, comment on va arriver à faire ça? Parce que malheureusement, l'Eldorado, dans la tête de beaucoup, c'est encore ailleurs. C'est encore dehors, c'est pas encore chez nous. Donc comment on va arriver, nous, à faire le développement de notre agriculture, le développement de nos ressources, si on n'arrive pas à faire revenir nos talents qui vont apprendre? D'accord. Si aujourd'hui on a fait comprendre que la musique n'est plus un métier de bas niveau, c'est qu'on peut faire aussi avec l'agriculture. Mais là, c'est plus juste une question de... C'est plus juste une question de sensibilisation. Il faut beaucoup plus. Oui, il faut déployer en fait les moyens pour ça. Déjà, pour changer l'idée que les gens sont de l'agriculture. Les gens se disent, avant, je ne sais pas, c'est au fil du temps que ça c'est en train de changer. Quand tu dis, je vais étudier en fait l'agronomie, on te dit, mais moi j'aurai mon bac pour aller étudier le champ. Alors que, voilà, c'est pas logique. Quand on parle d'agronomie, c'est beaucoup de choses. Il y a par exemple le marketing agricole que les gens ne savent pas. Il y a la vulgarisation. Il y a tellement en fait de filières. Et il faut former. On a besoin à chaque niveau des ingénieurs qui vont en fait font leur job pour qu'ensemble on ait en fait une agriculture plus top, moderne, plus résiliente, plus comment on appelle, porteuse et autres. Il y a un problème en fait, l'agriculture est encore considérée comme un sous-métier. Je ne vais pas vous mentir, quand vous voyez en fait des hectares de plantations de palmiers à huile, ne dites pas que c'est pour un agriculteur. C'est vrai qu'il y a des producteurs qui ont cette capacité, cette superficie-là, mais c'est parfois en fait des directeurs de sociétés autant qui achètent, qui emblavent ces superficies, recrutent seulement des gens et les mettent dedans. Après,
ils ont les récoltes, ils ont l'argent et tout. Ou bien des industriels. Ou des industriels, voilà. Donc, si en fait, on veut savoir que n'importe qui peut réussir en fait en agriculture, créer en fait ce tamis pour l'agriculture. Montrer que un agriculteur, il est à prendre comme un médecin. Parce que ce qu'on mange vient de lui. S'il est bien traité, il va produire mieux, il va produire plus, il va penser plus à sa population que voilà, de le fuguer et autres. Puisque les études ont montré qu'en Afrique, la majorité des étudiants finissent en fait dans d'autres filières ou bien dans d'autres choses. Parce on commence à étudier quelque chose, mais dans les faits, après, dans la vie professionnelle, il y a toujours beaucoup de reconversions. Voilà, donc créons en fait ce tamis, créons en fait comment on appelle, des slogans autour de l'agriculture pour promouvoir, voilà, qui font aimer la chose. Et là, les gens en fait vont se sentir mieux. Il faut qu'on les paye mieux. Des politiques qui fixent en fait des prix à, je ne sais pas, peut-être à 200, et qu'après, c'est vendu à, je ne sais pas, à 1200 ou à 1500 sur un autre marché. Comme ça, en fait, ça ne motive pas. Donc, voyons comment déjà, en fait, la répartition de la richesse, en fait, est faite. Là, ça va amener les gens, en fait, à aimer. Se faire former, créer un amour de moins autour de la chose, faire une répartition beaucoup plus, même si ce n'est pas à égal, disons 40-60, ça va amener les gens en fait à aimer l'agriculture. Et après, les débouchés en fait de ces cultures-là. Est-ce que si je cultive, je sais comment en fait la chaîne de valeur est mieux structurée. Comment transformer avant de vendre? Je vois par exemple au Bénin, les filières les plus structurées, c'est l'ananas, le soja, l'anacate et le coton. Parce que l'État, en fait, a ses yeux là-dessus. Et les autres filières. Et c'est pareil aussi en Côte d'Ivoire. Café, cacao et autres. Voilà, c'est bien structuré et tout. Amenons, en fait, dans ce système-là dans les autres filières pour que, même si je n'ai pas envie de faire du cacao, du café, si je fais, par exemple, du maïs, voilà, je sais que la chaîne de valeur est bien structurée et tout. Il y a un prix, il y a des intrants et autres. Avoir financement, tel organisme, en fait, telle entreprise fait dans du financement des producteurs du maïs. Et là, je vais me sentir beaucoup mieux d'aller là-bas, avoir les ressources nécessaires pour faire cette production-là. Donc, si chacun se sent à l'aise dans la production, dans la commercialisation, dans la vulgarisation agricole et consort, les gens vont revenir. Il faut qu'on les paye mieux, il faut qu'on les traite juste mieux, et ça ira. Qu'on crée les conditions du retour. Voilà. Et qu'on fasse beaucoup aussi de sensibilisation auprès des jeunes et même auprès des agriculteurs actuels, parce que souvent certains agriculteurs disent à leurs enfants, il faut que tu ailles à l'école, sinon tu vas finir au champ comme moi. C'est ça. Il faut que ce soit plutôt va à l'école et reviens au champ comme moi, voilà, pour qu'on puisse aller encore pour faire grandir en fait l'agriculture, dans l'activité. En fait, l'entreprise familiale. Oui. Puisque c'est ça, on doit penser maintenant l'agriculture comme des entreprises, entreprises familiales. Je lègue ma parcelle à mon fils qui va aller encore plus loin que moi, qui va utiliser des nouvelles techniques que je n'ai peut-être pas connues en mon temps, et on va aller comme ça. Exactement, vous avez tout compris. Donc c'est très intéressant tout ça et ça crée de l'espoir. Et c'est sur cette note d'espoir-là qu'on va conclure notre entretien. Donc avant de se dire au revoir, je veux bien avoir votre mot de fin et votre message pour tous les acteurs du monde agricole qui nous regardent maintenant. Bon, si j'ai un mot de fin, c'est de dire que l'agriculture est un métier qui nourrit son homme et que si on ne le fait pas par défaut, on peut vivre de ça, on peut se construire, on peut avoir l'Eldorado, une vie épanouie. Et donc, quitte à ce que les acteurs, c'est-à-dire les producteurs, les gouvernants et toutes les personnes concernées par le métier changent en fait de manière de faire, changent en fait leur manière de voir la chose et que l'agriculture africaine perdure et donne en fait de l'espoir à tout un chacun de nous.
Amen, qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup Fabrice pour votre présence. Donc merci à vous de nous avoir suivis. C'était le premier épisode de votre podcast AgroMakers dédié aux acteurs du monde agricole. À très bientôt.